ina siga Mali nu Algérie frontière na nga mona frontière neki na emadi na ba siga lube na mun wa mai siga ire na wa mani galun setma ba mani ga masingene tanana mun wa mai siga dede wa mani galun setma ana nga siga fiya kiri na ma na muama muama ga toro nya gori Madina ziatono kikere kifiri sagayande anu nagan gire na nagan tara ana mbara so Italie na bara so Italia ka vitan kilbe adi mwana re kita montangli be to kele be bara so Italie penta madigo ana mbana he adi bara luyema. Ce jeune, ça aurait pu être moi ou n'importe quel jeune africain. Mais moi, j'ai eu la chance de faire des études et d'obtenir une bourse pour faire un master en journalisme international. Grâce à mon métier, je peux aujourd'hui raconter l'histoire de ces jeunes en quête d'une dignité perdue, d'un bonheur rêvé et d'un nouveau départ. Ces dernières années, l'actualité de mon pays me rattrape et me fait de la peine. Mon pays détient 2 tristes records. En nombre de demandeurs d'asile, les Guinéens arrivent en 2e position derrière les Afghans. Quant au nombre de mineurs migrants non accompagnés, les Guinéens représentent plus de 50% des arrivants en France. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces exilés, des personnes qui les accompagnent dans la reconquête d'une dignité perdue, mais aussi à Conakry, pour retrouver tous ceux qui sont repartis chez eux, ceux qui s'investissent pour leur réinsertion et tous ceux qui luttent contre l'immigration clandestine. Près de chez moi, à Lyon, je rencontre Aboubacar Condé. Après la mort de ses parents, il est condamné à la misère. Les seules perspectives qui s'offrent à lui avant son départ étaient l'école coranique et le travail dans les mines d'or. Voyant ses rêves s'évanouir, il a décidé de partir. C'est le désert, le travail c'est le désert. On était avec des amis, de tous qui ont perdu leur vie devant moi, après de la soif. Donc on a fait à peu près une semaine de marche à pied sur le désert, en plein soleil. On n'a rien à manger, rien à boire. D'autres ont disparu, on ne s'est plus vu, on s'est dispersé. Chacun cherchait la route pour arriver en Algérie. Le jour d'embarquement, on est parti au bord de la mer, on nous a mis dans le bateau. Et j'ai eu la chance. Notre bateau est arrivé jusqu'à l'eau internationale, on a vu le gros bateau, on a été sauvés. J'étais emprisonné, j'étais torturé, mais je n'ai pas pleuré. Jamais. Mais c'est en France que j'ai pleuré plusieurs fois. Mais en France que je considérais et que je considère comme un pays qui respecte les conventions internationales. Je vois sur ce territoire qui nous traite de telle façon. Ça m'a donné des larmes. Depuis, Aboubacar a retrouvé un peu de sa dignité. Accompagné par plusieurs associations, il a été reconnu mineur et pris en charge par le département du Rhône. L'association des mineurs non accompagnés, mandatée par la métropole de Lyon, assure son hébergement et son suivi au quotidien. Pour tout ce qui concerne ses études, Aboubacar bénéficie de l'accompagnement de la jeune association EOL. Catherine a fondé cette association par engagement, mais aussi pour protéger ces jeunes des dangers qui les guettent s'ils ne sont pas pris en charge. S'il n'a pas des adultes bienveillants autour de lui,
eh bien, il est exposé à toutes sortes de délinquances et de violences. Les jeunes migrants sont vus comme un danger pour la société civile française. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ces jeunes sont eux-mêmes en insécurité et que si on n'apporte pas une forme de sécurité à ces jeunes, ils vont coûter très cher à la société française. C'est une évidence et on ne pourra pas plus apporter de solution une fois que le mal sera fait. Actuellement, ces jeunes sont encore jeunes, on peut très bien les accompagner, ils vont rentrer, ils vont s'insérer dans la société, ils vont, j'allais dire, rentrer dans le moule, j'aime pas cette expression, mais enfin, ils vont obtenir un travail, ils vont payer des impôts, ils vont contribuer à la société française tout comme nos enfants le font. Il n'y a aucune raison que ce soit différent pour eux, sauf à les laisser livrer à eux-mêmes. Moumini a eu un parcours semblable à celui d'Aboubacar. Arrivé clandestinement et mineur en France, il a été rapatrié en Guinée à sa majorité. Il est de nouveau revenu légalement pour finir une formation. À la fin de son cursus, il sera Bac+5. Lui aussi est soutenu par l'association EOL. Il est bien placé pour comprendre le désespoir de tous les jeunes qui se lancent dans l'émigration clandestine. Et tu te dis, voilà, vaut mieux partir. Moi, c'est ce que je me suis dit au début. Et je sais que c'est ce que la plupart des jeunes aussi qui immigrent, c'est ce qu'ils se disent aussi. Parce que tu te dis, bah, de toute façon, je reste là, j'ai pas d'avenir. Donc je vais mourir comme ça, sans rien faire. Autant aller essayer de trouver quelque chose. Et peut-être, même si c'est mourir en essayant, que voilà, de rester comme ça, les bras croisés. Pour ceux qui ont eu la chance de survivre au désert et à la Méditerranée et sont enfin arrivés en France, c'est un autre parcours du combattant qui commence. Ils doivent essuyer des batailles judiciaires pour obtenir un statut. Frédéric, un bénévole, accompagne Mamadou au tribunal. Aujourd'hui, il doit passer devant les juges en appel pour prouver sa minorité. Elle lui a été refusée une première fois. Une nouvelle dénégation lui serait dramatique. Sabah Rahmani, avocate, elle aussi bénévole, assure sa défense. Donc ils arrivent, sont déjà épuisés, fatigués, donc psychologiquement ils sont faibles et va s'engager cette bataille judiciaire où on doit prouver la minorité à tout prix, où la règle ce n'est plus la protection du mineur et la présomption de minorité qui sont quand même les règles dans les textes et tous les avis qui ont pu être rendus par différents organismes, notamment le défenseur des droits, mais on est dans une logique de suspicion et de fraude. Pour établir leur minorité, des tests osseux sont pratiqués sur ces jeunes. Je découvre que ces tests sont basés sur une étude américaine datant des années 40. Des études récentes montrent que ces tests ne sont pas fiables sur des sujets âgés de 16 à 18 ans. Or, 88% de ces tests sont pratiqués sur des jeunes dans cette tranche d'âge. La plupart du temps, ils concluent à leur majorité. Où on a des jeunes assez régulièrement qui sont convoqués devant le tribunal correctionnel, donc une juridiction pour majeurs, pour répondre d'escroqueries parce qu'ils ont présenté des faux documents pour permettre de se faire héberger, aller à l'école, etc. Et donc de rembourser ces sommes que le département a avancées. Malgré les doutes sur la fiabilité de ces tests, Mamadou va devoir s'y soumettre et risque de passer du statut de mineur réfugié à celui de délinquant présumé. Heureusement, une chaîne de solidarité lui vient en aide. Grâce à l'association La Partage, Mamadou a un toit. La Partage a créé autour de Mamadou ce qu'ils appellent une boucle d'entraide. Le principe est simple. Regrouper plusieurs familles qui accueillent Mamadou à tour de rôle, un jour par semaine. Aujourd'hui, Mamadou va dormir à la Croix-Rousse chez Frédéric et Marie-Thérèse, un couple à la retraite. Mais l'association La Partage, qui était une toute jeune association, qui maintenant va avoir 2 ans, a été très très réactive
et sans laquelle je pense que nous ne serions pas engagés dans la durée. On aurait accueilli Mamadou quelques jours, mais voilà, je crois que ça a été vraiment, c'est ce qui nous a vraiment permis de dire on va pouvoir accueillir Mamadou dans la durée, et on voit qu'un an après, Mamadou a encore besoin de cet accueil. Voilà. Frédéric et Marie-Thérèse ont été les premiers à accueillir Mamadou alors qu'il dormait encore dans la rue à Lyon. Très vite, une relation forte va s'établir. En tout cas, c'est une vraie rencontre, vraiment. Nous l'accueillons chez nous, mais je pense qu'il nous accueille aussi dans son parcours de vie et dans ce qu'il vit maintenant. Et donc ça, c'est très fort. Et je pensais aussi à nos enfants qui ont 26 et 36 ans. Et si un jour ils étaient partis en Afrique, par exemple, que ce soit l'inverse, que ici il y a des gros problèmes et qu'ils veulent aller ailleurs, je me dis, mais moi, en tant que maman, j'aurais souhaité qu'ils puissent être accueillis comme Mamadou l'a été ici. Mamadou est conscient que sans l'aide de son avocat et de l'association La Partage, sa vie serait un calvaire. Welti communauté kondo la welti kadi tawti kadi maybe himbe wonbe bawalan walla be lang asibe walla talandi fom hebe walla lan seeda. Ceux qui sont arrivés au collège Sans Frontières Maurice Ève n'avaient plus nulle part où aller. Aujourd'hui, ils sont plus de 450 à squatter ces bâtiments à l'abandon. David vit dans ce squat depuis plusieurs mois maintenant. La situation est déplorable. Les points d'eau étant insuffisants, il est obligé d'aller en chercher à la fontaine dans la rue. Des conditions de vie pas très lointaines de celles qu'il a laissées en Guinée. Les migrants qui vivent ici ont un statut provisoire. On les appelle les Dublinés. J'ai quitté, je suis venu ici, la France m'a mis dans le Dublin. Et dans le Dublin, je suis maintenant dans le 6e mois comme ça. Je suis dans le Dublin et j'attends encore qu'on me mette dans le normal. C'est quoi un Dubliné? Pour avoir la réponse à cette interrogation, je me réfère à l'expertise de Maître Marie-Noël Fréré. On va demander en fonction des accords de Dublin, des accords européens, à ce que ce soit le premier pays traversé qui traite leur demande d'asile. Exemple, si la personne est passée par l'Espagne ou par l'Italie avant d'arriver sur la France, qu'il demande l'asile en France, la France va demander à l'Espagne ou à l'Italie de traiter leur demande d'asile parce que c'est le premier pays d'accueil qui a été traversé. Sauf que ces accords de Dublin fonctionnent très mal actuellement, puisque même pas 40% des personnes sont renvoyées sur le premier pays d'accueil, et en fait, les premiers pays traversés sont ceux qui accueillent le plus de demandeurs d'asile et ne sont pas prêts à reprendre ceux que la France demande à ce qu'ils soient repris. Donc on a une série de personnes qui attendent pendant des mois à ce que leur dossier soit traité en fait par la France au bout de 6 mois ou 18 mois d'attente, puisque l'Italie ou l'Espagne n'auront plus répondu à cette demande de prise en charge. Une attente interminable. Ces jeunes se retrouvent dans une impasse. Pour le travail, pour la vie d'ici, c'est très compliqué, c'est très difficile. Ne restez pas sans savoir que ici, ce n'est pas une vie que toute personne aimerait avoir. Et du coup, nous sommes là, nous aussi, nous voulons quelque chose de meilleur, quelque chose de l'avenir. Il y en a plein de personnes qui ont de l'avenir, qui ont de la formation, qui veulent faire quelque chose dans leur vie. Mais la France ne leur donne pas la voie. Et c'est ce qui est comme un choc pour nous, quoi. Et chaque fois, on s'élève, on fait un cri pour que les autres, le monde extérieur nous attend. Mais voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de signe de vie. Nous sommes toujours là, condamnés. Désœuvrés, ils passent leur temps comme ils peuvent. Une deuxième épreuve après leur périple traumatisant. Au squat, je croise Gaïa Barbieri, psychoclinicienne. Elle est bénévole et vient régulièrement apporter un soutien psychologique
à ceux qui en ont le plus besoin. D'accord. Est-ce que tu l'as, les documents que tu as préparés? Bah oui. Tu l'as avec toi? Mon histoire complète. Oui. Tout. Tu l'as avec toi, là, maintenant? Oui. Voilà, oui. Selon elle, cette accumulation de traumatismes n'est pas sans conséquences. Et je dirais que les personnes qui arrivent en France ont pour la plupart eu des parcours de super-héros, comme s'ils n'étaient pas humains. Comme si, ils ont dû, je ne sais pas, ils ont dû faire face à des épreuves qui ne font pas du tout partie de la vie du commun des mortels. Ce sont des épreuves surhumaines. Hein. Ils ont dû faire preuve de capacité surhumaine et ils arrivent en France et souvent c'est encore non. Ils ont encore des portes fermées devant leur nez. C'est pour ça que je dis que les conséquences du refus d'accueil sont des conséquences vraiment qui peuvent être catastrophiques au niveau psychologique. Les pathologies que j'ai observées le plus souvent, ce sont des pathologies dépressives et de type psychotique. Et avec des passages à l'acte, possiblement suicidaires ou agressifs, même des passages à l'acte qui relèvent de la mise en danger de soi-même, donc pas vraiment suicidaire, mais il y a des personnes qui peuvent en arriver à n'avoir plus l'idée de la valeur de leur propre vie. Le lendemain de ma visite au squat, Adebayor, migrant ivoirien à Paris, 20 €, il pourrait traverser le Rhône à la nage. Il est mort noyé. Malgré ce drame, la communauté du squat survit grâce à l'aide des associations. Des commissions ont été mises en place. Restauration, propreté, santé, travaux. Une organisation qui permet aux 450 personnes vivant ici de cohabiter tant bien que mal dans ces locaux vétustes. Mohamed, guinéen comme moi, aime à partager avec son compatriote David du lafidi, un plat traditionnel guinéen. Il est l'un des premiers à avoir squatté les lieux. Mohamed a été témoin de l'élan de solidarité qui s'est déclenché dans tout le quartier. Au début de l'ouverture, c'était les voisins et le soutien qui amenaient à manger. Ici, petit à petit, chacun vient donner ce qu'il a et puis on prépare ensemble. La métropole a mandaté Notre-Dame des Sans-Abri, Banque alimentaire aussi, amène à manger. Il y a l'Alpil aussi qui s'occupe des travaux. Il y a pas mal de choses ici, je pense. Je suis touché par cet élan de générosité des habitants de la Croix-Rousse. Une centaine au moins donnent un peu de leur temps pour soulager leurs souffrances. Les uns aident aux démarches administratives, les autres au soutien scolaire. Un bureau assure une permanence pour accueillir les nouveaux arrivants. J'apprends que cet élan de solidarité a aussi des conséquences plutôt positives sur la vie du quartier. Les voisins, très souvent, disent que les jeunes ici sont très polis, très respectueux dans la rue. Donc il y a vraiment eu un élan de solidarité en fait avec ces jeunes. Et du coup, ça a créé. Enfin, moi j'ai rencontré des personnes nouvelles du quartier que je ne connaissais pas forcément, mais qui s'impliquent ici aussi. Je ne sais pas, il y a peut-être une cinquantaine, centaine de personnes qui s'impliquent beaucoup et ça a créé un nouveau réseau, on pourrait dire, dans le quartier de solidarité, de rencontres entre gens qui ne se connaissaient pas, grâce à ces jeunes en fait. J'ai aussi rencontré Anne, engagée de longue date pour la cause des migrants clandestins. Elle ne cache pas ses inquiétudes quant au sort de ces jeunes menacés d'expulsion. Il y a quelque chose qui s'est mis en place qui est un peu hybride, c'est-à-dire avec des habitants, des personnes solidaires et puis des associations qui, elles, interviennent au nom d'une métropole qui, en fait, continue à demander l'expulsion. Ou bien il faut que la métropole et la préfecture les hébergent, leur trouvent des places dans des lieux d'hébergement officiels, ou bien, s'il n'y a pas assez de place, ce qu'on nous dit, il faut qu'ils permettent à des lieux, on pourrait dire, intermédiaires, d'offrir un accueil en attendant cet hébergement.
Après 2 procédures judiciaires contre la métropole de Lyon, les jeunes du squat Maurice Sèvres sont toujours sous la menace d'une expulsion. Le 29 septembre 2019, les juges leur ont accordé 1 an de répit avant de quitter les lieux. Outre ces migrants venus de ma chère Guinée, j'ai voulu rencontrer mes rares compatriotes arrivés légalement en France. Mariam Ba est arrivée à Lyon il y a 1 an. Elle fait des études de droit pour devenir notaire. Son vœu le plus cher, retourner en Guinée pour servir le pays. Grâce à l'association des jeunes étudiants guinéens du Rhône, Mariam Ba a pu s'installer sans trop de difficultés. Elle sait qu'elle a beaucoup de chance. Ben voilà, ici c'est ma chambre, mon petit espace quoi. Et là mon bureau. C'est ici que tout se passe. Je prépare mon futur. Le futur de mon pays en même temps. Voilà. Mariam est choquée par les conditions des siens arrivés de manière clandestine, mais se sent impuissante. Tu te dis, ben, c'est un gâchis en fait. Cette personne, elle aurait pu faire quelque chose, elle aurait pu réussir quelque chose, mais là, elle est bloquée dans des situations pas du tout légales en fait. Donc, c'est pas facile. J'ai un ami, surtout proche, qui me dit qu'il a envie de se lancer dans ce genre de truc. Je lui dis non, franchement, faut pas le faire. J'essaye du mieux que je peux de lui faire renoncer à son désir de partir. Boubacar Diallo, étudiant guinéen, est d'accord avec moi. La diaspora a sa part de responsabilité dans l'entretien de cette illusion d'Eldorado qui pousse tous ces jeunes dans cette mésaventure. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils ne montrent pas tout. Ils sont là, aujourd'hui, en samedi, ils vont sortir et prendre des selfies et tout, montrer que le côté beau, la belle côté des choses. Du coup, c'est ce que je trouve un peu dommage. Et du coup, c'est véhiculer, pour moi, c'est une sorte de véhiculer une mauvaise information à ses frères et sœurs qui sont restés au pays. Comment après tant de souffrances, de douleurs, tant d'âmes scellées dans la nuit de la mort, la jeunesse de mon pays cède-t-elle encore à ses illusions? Tous ces témoignages me motivent à repartir en Guinée pour savoir si quelque chose est fait sur place pour empêcher ce désastre humanitaire. Situé en Afrique de l'Ouest, mon pays est une ancienne colonie française. 3 fois plus petit que la France, il est peuplé de 13 millions d'habitants. On le surnomme le scandale géologique. Pourquoi? Parce que le sous-sol de mon pays regorge d'importantes réserves de fer, de diamants, d'or, d'uranium. Il est aussi la première réserve mondiale de bauxite. Pour couronner le tout, 3 des plus grands fleuves d'Afrique occidentale y prennent leur source. Le Niger, le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal, ce qui lui vaut aussi le nom de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Les habitants du quartier déshérité de Kondebouni voient quotidiennement les richesses de ce pays leur passer sous le nez comme ce train chargé de bauxite. Les 60 millions de tonnes de ce minerai extrait chaque année ne leur profitent guère. Dans ce même quartier, je rencontre des jeunes sans emploi. Certains ont fini les études, d'autres sont encore à l'université. Tous veulent partir loin du pays, quitte à y laisser leur peau. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immigration clandestine. Toi, tu es prêt à partir même clandestinement du côté de l'Europe? Oui, je suis prêt parce que ici, ça ne va pas. Nous voulons partir là-bas pour
avoir de quoi manger quand même. Toi, tu es prêt à risquer ta vie pour l'Europe? Quand ça ne va pas, on n'a pas d'autre choix que d'être prêt de partir. Ça ne va pas ici. Nous voulons que ça change. Soudain, je suis interpellé par un vieil homme. Même nous, le vieux là, si on n'a plus eu la chance, on veut quitter dans le pays, là, passer à tout de souffrance. Il n'y a pas de manche, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Conakry cumule tous les maux de la pauvreté. Des routes défoncées. Des gens vivant au milieu des ordures dans des habitats rudimentaires, parfois sans l'eau courante et sans électricité. Je me rends au bord de la mer dans le quartier de Ratoma Centre, où je venais dans ma jeunesse jouer au football avec les copains et faire de la musique. Je retrouve la plage couverte d'ordures. Mais cela n'empêche pas les jeunes d'y venir pour fuir les tracas du quotidien. C'est là que j'ai connu Aboubacar Souma alias One Time. Aujourd'hui, c'est une vedette de la musique guinéenne. Après avoir vu beaucoup de ses amis et frères partir clandestinement vers l'Europe, il tente aujourd'hui, à travers sa musique, de sensibiliser les jeunes au danger de l'émigration clandestine. Il a composé une chanson pour sensibiliser les jeunes. Big up bang balai. Respect. Il faut que je m'en aille, il faut que je fly. Ne me retenez pas, j'assume, c'est ma life. J'agirai depuis et réaliser mes rêves. Les marabouts m'ont dit de ne craindre rien, bien que la Méditerranée te voyage incertain. Certes que la chance a souri à certains, quand on est dans le besoin et qu'on n'a pas les moyens. Facilement le Satan nous donne pour un bien, pour un bien. C'est un combat personnel, parce que et quand j'ai eu l'idée de faire la chanson, personne n'était là. C'est mon cœur qui m'a parlé. Quiconque qui ose aller sur la Méditerranée, c'est parce qu'il n'a rien à perdre. Il est désespéré, il n'a rien à perdre. S'il y a l'espoir, quelqu'un qui a de l'espoir, qui est occupé, je pense qu'il ne peut pas prendre un tel risque. A-t-on une explication sociologique du phénomène migratoire en Guinée? Cette interrogation me conduit à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. J'y rencontre Dr Banobari. Il y a une valorisation de la migration. Chez les Peuls, chez les Diakanka, chez les Konyanka, chez les Malinké, la migration est valorisée. Les femmes sont nombreuses à souhaiter quitter la Guinée, mais pour des raisons différentes des hommes. Ce que j'ai constaté, les femmes guinéennes, lorsqu'elles vont en Occident avec un mari, ne veulent pas revenir. Et pèsent de tout leur poids pour que vous ne reveniez pas. Pourquoi? Ben c'est très simple. Elles n'auront pas de coépouse là-bas. La polygamie, l'excision, le mariage précoce, les violences conjugales sont des facteurs d'émigration chez les Guinéennes. Dans le quartier Dixine, dans un meeting, je retrouve Foulematou étudiante. À travers son association, elle s'est engagée dans la lutte contre ces fléaux qui relèguent la femme à un rang inférieur. Il y a plein de filles qui regardent la situation de leur mère et qui se disent non, moi je ne peux pas être comme maman. Je ne peux pas être victime de la même chose que ma mère. Donc je préfère quitter ce pays pour aller ailleurs. Donc pour ne pas rester dans cette situation d'infériorité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller se former mieux. C'est d'aller en fait, être beaucoup plus formé, beaucoup plus outillé pour affronter toutes les situations de la vie. Cette rencontre avec Foulematou me reconforte. Elle me donne l'espoir de voir un jour des femmes libres et émancipées participer pleinement au développement de mon pays.
J'apprends qu'à Dubreuilka, une campagne de sensibilisation contre l'immigration clandestine est organisée par la plateforme de la femme jeune de Guinée pour la paix. À cette occasion, je rencontre Mariam Conté. Partie clandestinement de Guinée, elle a vécu les pires atrocités dans son parcours migratoire. Bon, la chose la plus dure que j'ai rencontrée au cours de la route, c'est quand on nous a maltraités en Algérie. Puisqu'on ne savait pas si c'était dans une maison de prostitution, on nous envoyait. Et là, je suis restée là-bas pendant 3 mois à travailler. 3 mois, je me suis en sortie, je suis venue encore en Libye. J'ai accouché d'un enfant dont je ne connaissais même pas le papa. À cause de la souffrance, j'ai même perdu mon enfant là-bas. Devant un parterre de mères de famille, elle témoigne afin de convaincre celles-ci de ne pas laisser leurs enfants émigrer dans la clandestinité. mais to alhamdulillah rabbil alamin jife an tan kenan kana han adam dan munana hanna nyen ga dum madi gasga amusga masono han kenda don akenda don ma han kwalimi anamin ma kona musga ma de sono na fa madinga bode be mo bi nga wa mo ga de be na yo wa ma men kira ko ma rabbil na kira tan fogora na duniya ante akira tan gomma famri wa ala ira garan he wa garan tan wa na tan gani kon na fe ko ta kira mo ga diena ma mo ga de be. Adjama Kale, présidente de la plateforme de la femme jeune de Guinée pour la paix, se rend à la grande mosquée de Dubreuilka. Elle a rendez-vous avec l'imam. Elle veut le convaincre de s'impliquer dans cette lutte. Elle va parcourir tout le pays avec pour compagnons ceux qu'on appelle les retournés. Ceux qui, comme Mohamed, bon gré mal gré, sont rentrés au pays. Elle espère que tous ces témoignages vont partout en Guinée décourager les candidats au départ. Je pense que certaines personnes aussi ont vu un jeune qui a été christifié parce qu'il est noir à Tripoli. C'est parce que la Libye, c'est parti dans l'eau plus de 6 fois, ça n'a pas marché. À chaque fois quand je pars, ça ne marche pas. En tant que maman, en tant que responsable ayant géré ce pays, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas croiser les bras. Il faut faire de l'éveil de conscience, il faut faire l'alerte pour qu'il y ait des réponses idoines à ce phénomène tant décrié aujourd'hui. J'apprends qu'à Conakry, une centaine de migrants retournés s'est constituée en association. Il me faut 3 heures pour parcourir les 50 km qui séparent Dubreuilka de Conakry. La circulation dans ce pays est à l'image de la gouvernance. Au siège de l'association, une vingtaine de membres de l'organisation guinéenne pour la lutte contre l'immigration irrégulière préparent une action de rue dans le quartier de la Bellevue. Ils parcourent les rues pour sensibiliser la population sur les risques liés à l'immigration clandestine. Le temps que j'ai fait là-bas, je me suis dit, étant diplômé, j'ai un bac plus 4, je peux être utile dans mon pays. Ce n'est pas tout ce que vous voyez à la télé ou bien que vous entendez à travers les amis. Tout n'est pas vrai. Nous voulons que ça se passe par la voie légale, même si ce n'est pas facile, mais nous voulons en fait que l'immigration irrégulière s'arrête. Un beau discours. Mais ces actions sont-elles suffisantes sans un profond changement de la société guinéenne? Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas forcément les plus pauvres qui partent. Ils n'en ont pas les moyens. Mais l'histoire, je l'ai écoutée. Mais une fois que j'ai au moins 20 millions dans ma main comme ça, là, 20 millions dans ce pays, ça ne va rien. Ça va me pousser pour sortir. C'est-à-dire on a abandonné quoi. Comme aujourd'hui. Regarde les gens qui sont là, c'est les sorties de l'université. Ils voient les gens d'ici en train de tirer les sourcils. C'est donc parmi les familles plutôt aisées que l'on retrouve le plus grand nombre de migrants. Les seuls capables de dépenser le prix du voyage, 2700 € en moyenne. C'est ce que montre une étude récente du Programme des Nations Unies pour le développement. 85% des migrants africains sont des jeunes urbains plutôt aisés et diplômés. L'étude révèle aussi
que le revenu des migrants est largement supérieur au revenu moyen du reste de la population. Enfin, que pour 60% d'entre eux, la première motivation de leur départ est d'envoyer de l'argent à leur famille. 25 milliards d'euros, c'est le montant en 2017 des sommes envoyées par les migrants en Afrique. Action, parti, top. So Pedro lui aussi a quitté la Guinée, mais légalement. Il a fait des études à Lyon. N'ayant pas obtenu un permis de séjour en France, il a dû rentrer en Guinée. Aujourd'hui, il exerce la profession d'humoriste. Mais quand on l'a demandé, on dit c'est comment, tu vas partir là-bas, pourquoi? Il dit je vais partir. Parce que vraiment, quand je vois les photos, France, la France c'est joli, hein. Quand tu vois en photo, mais c'est en vrai, c'est comment? En vrai, ça peut tuer. Moi, bon. Il tente de dissuader par l'humour ces jeunes de partir pour l'Europe de manière illégale. Parmi les migrants qu'on connaît, que j'ai rencontrés, certains m'ont dit carrément ils ont l'intention de repartir, de tenter l'aventure. Ils avaient dit ça avant de voir le spectacle. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit bon, en fait, ça donne à réfléchir. Parce que les cas sont présentés de manière très drôle et du coup, on a l'impression que c'est tellement grave qu'on est obligé de le noyer dans l'humour pour pouvoir porter un message. Et tous ceux qui m'ont parlé, ils sont peut-être au nombre de 3 ou 4, parce que c'est eux dont j'ai eu les retours. Ils m'ont dit qu'ils ont envie de réfléchir. Et il paraît que le spectacle a été joué en novembre 2018. Il paraît que jusqu'à présent, ils sont là. Donc ça peut vouloir dire que peut-être qu'ils ont changé d'avis. Parmi ces jeunes spectateurs, 3 sont d'anciens migrants retournés. La migration irrégulière a tellement de mauvais visages. Vouloir voir quelqu'un qui communique avec d'autres personnes dans cette lancée, mais en les faisant rire, moi je crois que c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que moi, si c'était moi qui devrais vous raconter ma propre histoire, vous n'allez pas rire. Peut-être vous allez même, il y a certains migrants, quand ils vous racontent leurs histoires, vous allez être forcés de pleurer. Ce qui va se passer dans le bateau, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours celui à qui on doit confier la boussole. Ce gars-là, il a un rôle déterminant. C'est comme le capitaine d'une équipe de football. On lui confie la boussole, on lui dit « Tu sais utiliser la boussole ?» Il fait « Non ». Il dit « C'est très bien. Donc tu vas utiliser ça et tu vas essayer de viser, tu vas essayer d'aller dans la direction comme ça. Et tu suis l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est-à-dire vers le nord. Parce que pour aller en France, il faut aller vers le nord. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne sais pas comment on utilise ça. On dit « Tu sais utiliser une montre ?» Il dit « Oui ». Il dit « C'est la même chose. » Il dit « Ah d'accord. Donc je vais lire l'heure. » Voilà, d'accord. Souleymane est mon ami d'enfance. Nous avons fait l'université ensemble. Réalisateur, il a fait un film sur les migrants clandestins guinéens vivant à Bordeaux. Il a montré l'envers de ces selfies qui font miroiter un semblant de réussite. Il a mal été associé d'abord c'est une guerre d'image. Qu'est-ce qu'on pense de l'Europe? D'abord, il faut déconstruire ces mentalités, ce cliché. Au-delà de ça, il faut que vraiment que nos gouvernants arrivent à prendre les responsabilités au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi jeune, au niveau de ce que peut être l'espoir des jeunes. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où on pense qu'il n'y a plus d'espoir. L'oralité est primordiale en Afrique. Les griots de jadis ont été remplacés par les rappeurs. Faire partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra. L'Organisation mondiale des migrations, l'OIM, a bien compris qu'en finançant ce clip, elle allait toucher sa cible, les millions de jeunes Guinéens. La mort t'attendra. Parce que ça leur parle, parce qu'ici ils reconnaissent, parce que ça dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ça dit ce qu'eux ils pensent. Donc aux musiques depuis le hip-hop, depuis le rap, dans sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, les jeunes sont attentifs. Parce que aussi c'est une forme d'expression auquel ils se reconnaissent. Parce qu'on est quand même en Guinée, plus de 60% de jeunes. Cette chanson dit aussi, si elle dit ne t'en va pas, c'est pour dire aux gens qu'il est possible d'entreprendre et de réussir chez nous. Cette institution des Nations Unies œuvre dans la prévention de la migration clandestine. Elle intervient aussi dans les pays du Maghreb
auprès des migrants qui souhaitent retourner chez eux. Pour un programme de 3 ans visant à rapatrier 2500 migrants guinéens, ils sont aujourd'hui 14 000 à être retournés au pays grâce à l'institution onusienne. Un jeune qui va revenir de Libye, qui était en prison en Libye, certes, peut-être son idée originelle, c'était d'arriver en Europe. Nous, on le prend dans une situation on appelle ça justement des retours volontaires humanitaires. Il est dans une situation critique. Donc on lui propose un retour en Guinée, un retour où on va l'aider à rentrer et à créer une activité. Et quand ils rentrent, ils ne sont plus migrants. On continue à les accompagner parce qu'on considère que notre rôle, ce n'est pas simplement de les faire rentrer, mais c'est aussi de les aider à se réinsérer dans la société. Qu'en est-il de cette réinsertion? Près de Dubreka, une ferme agricole durable accueille une vingtaine de migrants retournés soutenus par l'OIM. Nous sommes ici à Bawa, dans la sous-préfecture de Dubreka, où le PJDD, Partenariat de Jeunes pour le Développement Durable, accompagne la réinsertion et la réintégration de jeunes migrants retournés. Nous avons ici une ferme, une capacité de 1000 pondeuses, où 12 jeunes, accompagnés par l'OIM, font de l'élevage, c'est-à-dire c'est des poules pondeuses, et nous les accompagnons. Taïro Sissé n'a pas pu aller au bout de son parcours migratoire. À sa sortie de prison en Libye, il est pris en charge par l'OIM et rapatrié en Guinée. Il travaille ici depuis 3 mois. Non, nous sommes obligés, mais comme obligés, dans ma programme, nous avons un technicien qui est là, nous avons parce que nous avons nous courage, si vous ne tenez pas les lieux propres, c'est que c'est catastrophique. Ça, c'est clair. D'accord. L'agriculture en Guinée emploie plus de 70% de la population, mais reste une agriculture de subsistance. Seulement, un quart des surfaces cultivables est exploité avec des très faibles retombées économiques, soit 18% du PIB. Un manque criant d'infrastructures, d'unités industrielles de transformation et de débouchés commerciaux ne favorise pas un retour à la terre, alors que la Guinée a toutes les capacités de devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. De l'autre côté de la ferme, un groupe de jeunes retournés travaille d'arrache-pied sous un soleil de plomb. Ils plantent des pastèques. C'est dur, mais c'est le courage et l'engagement qui peut faire l'agriculture. C'est tellement dur. Faites le truc pour l'eau et protégez le reste qui est en haut. Conscients de l'opportunité qui leur est offerte, ils s'investissent à fond. Certains découvrent un métier dans lequel ils vont s'accomplir. Pour d'autres, c'est une opportunité de réunir un pécule suffisant pour financer un projet. C'est quand je vais finir les 3 ans du travail ici que je vais chercher à étudier encore, c'est mon souci. Après avoir vécu des moments difficiles, cette ferme leur offre une seconde chance. Désormais, ils sèment les graines de l'espoir. Si l'OIM soutient les retournés, elle essaie aussi d'avoir une démarche préventive. Nous, on met en place des activités, mais on ne peut pas non plus... il faut voir ça en comparaison aussi avec ce qui est fait pour les jeunes en général. Donc on a aussi des programmes qui aident des jeunes, on appelle migrants potentiels, en fait c'est les jeunes en difficulté, à démarrer aussi des activités génératrices de revenus. 14 000 jeunes accompagnés, ce chiffre paraît important, mais il ne représente que 1% de la jeunesse de Conakry. Dans la haute banlieue, ce centre informatique fait partie de ce programme de prévention. Sans OIM, j'allais dire, il n'aura pas ici la chance de faire ces formations-là, parce que c'est ça. La cherté, le manque de structures publiques de formation constitue un énorme obstacle à la qualification et à l'emploi des jeunes.
Ces problèmes ne laissent pas toute la diaspora indifférente. Certains Guinéens partis étudier à l'étranger ont choisi de revenir avec des projets ambitieux pour le pays. Comme Muntaga Keita, rentré des États-Unis, il a conçu et fait fabriquer à Conakry ses bornes, un condensé de haute technologie. Il me fait la démonstration de son projet phare, une borne de télémédecine. Nous pouvons déplacer là, SP7, nous pouvons déplacer à ce niveau, et là, ça nous dit exactement la différence de température à différents endroits du corps. Alimentée par un panneau solaire, elle peut être installée dans les villages les plus reculés d'Afrique pour sauver des vies. Bien que son entreprise ait du mal à recruter, il a trouvé la solution. C'est très complexe de trouver la main-d'œuvre qualifiée. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas d'essayer de trouver la main-d'œuvre qualifiée, mais c'est plutôt les prendre brutes et puis de les qualifier, voilà, de les former. Ils ont tous moins de 35 ans, ils ont 18-35 ans. Je préfère prendre cette tranche d'âge parce qu'ils sont frais, ils sont prêts à vraiment, comme on dit, deliver, à donner ce qu'ils ont, à donner les tripes. Alors, c'est eux que je recrute le plus, je les forme. C'est pas facile, mais nous essayons de les former au mieux et pour l'instant, nous avons vraiment de très très bonnes pépites qui permettent à cette borne, par exemple Octopus, de gagner des médailles d'or à l'étranger. Tulip Industries emploie 30 personnes et compte atteindre la centaine avant la fin de l'année. Même si Muntaga ne retrouve pas le niveau de vie équivalent à celui qu'il avait aux États-Unis, il ne regrette rien. Je gagnais de l'argent en Occident. Très bien ma vie. J'étais très bien logé et véhiculé. Mais c'est en Afrique que je suis en train de réaliser mes rêves. Alors, entre gagner de l'argent ou réaliser ses rêves, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je choisis mes rêves. Des entrepreneurs comme Muntaga Keita, il pourrait y en avoir des milliers. Mon pays a un énorme potentiel. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées en Guinée le prouvent chaque jour. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. La responsabilité est à tous les niveaux. Il y a ce que les autres, les Occidentaux, ils doivent faire. Il y a ce que nous, nos dirigeants, ils doivent faire. Il y a ce que nous, en tant qu'individus, on doit faire. Mais si chacun de nous refuse de faire son boulot, ça va mal tourner. Ça va mal tourner. Si l'Europe continue à financer des élections qui ne seront pas transparentes, qui ne vont pas amener des personnes crédibles au pouvoir, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas l'instruction, il n'y aura pas les conditions de vie, il n'y aura pas de conditions d'emploi. Alors j'en appelle aux Européens, vu que le coût de la main-d'œuvre est un peu plus énorme en Europe, transférez vos industries ici, vous allez retenir les jeunes. Les jeunes qui vont chez vous, en Europe ou aux États-Unis, en général, ils vont dans les usines, très souvent. Ramenez les usines par là, ils restent là. Point final. Il faut que cette gourmandise de toujours réaliser un plus grand profit et toujours de grands profits, il faut que les termes d'échange dont on se bat depuis nos indépendances, il faut qu'ils changent. Mes compatriotes qui ont eu le courage de faire cet horrible voyage m'inspirent le respect. Ils ont en eux toute l'énergie nécessaire pour changer le pays. Les retourner sont une chance, mais c'est avec toute la jeunesse du pays que la Guinée devra relever le défi. Non à la migration irrégulière. L'avenir se trouve en Guinée. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. Le désert t'assassine, la mort t'attendra.